Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Anonymal pour une nouvelle émission politique. Bonjour Baptiste Bouquet-Neuf. Bonjour. Alors vous êtes candidat aux élections législatives sur la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône et vous avez fait le choix de vous présenter sans étiquette, c'est-à-dire sans appartenance à un parti politique. Ma première question, elle est donc toute simple. Pourquoi cette candidature et ce choix d'être sans étiquette ? Alors, merci beaucoup de nous recevoir avec ma suppléante aujourd'hui. On a décidé de se présenter, de proposer une candidature sans étiquette, un petit peu inhabituelle et plein d'engagement. Inhabituelle par notre âge, on est avec ma suppléante deux non-professionnels de la politique et on a voulu présenter une candidature qui reflète un petit peu plus l'électorat jeune de Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est 30% de jeunes, c'est une université très importante avec 80 000 étudiants chaque année et on voulait proposer une candidature qui permette de mobiliser les jeunes vers le vote et renouer le lien avec la démocratie et les jeunes. Sans étiquette, ça a été une des conditions pour laquelle je voulais m'engager, car j'ai une conception assez particulière de la politique, c'est que je pense que les sujets pour lesquels on s'engage n'appartiennent ni au monopole d'un parti politique, ni l'exclusivité d'un courant politique. On peut lire à travers notre profession de foi, mais à travers les valeurs qu'on défend, des sujets qui aujourd'hui appartiendraient à la droite et des sujets qui appartiendraient forcément à la gauche. On a à cœur la sécurité, comme c'est une problématique très du moment, très actuelle, mais on a aussi à cœur de défendre les intérêts d'égalité des chances, de méritocratie qui nous porte et qui nous pousse à nous engager sur cette élection un peu précisément. Pardon. Donc voilà, c'était sur ces deux choses-là qu'on souhaitait porter notre candidature, sans étiquette, car on considère que les sujets pour lesquels nous nous engageons ne reflètent pas un parti politique particulier. Oui, vous ne souhaitez pas vous positionner sur l'échiquier politique entre la droite et la gauche Non, on considère avec ma suppléante et les équipes qui nous suivent, quelques personnes qui nous suivent derrière cette candidature, que les sujets, on souhaite une politique de l'efficacité, finalement une politique des résultats face aux problèmes qui peuvent être sociaux ou économiques. Aujourd'hui, il y a un appauvrissement un peu du débat politique où on traite beaucoup la question de la sécurité, des politiques migratoires ou des questions internationales. C'est des sujets où je sais que c'est très important d'y répondre, mais ce n'est pas finalement la monopole de la droite ni de l'extrême droite. Et à contrario, parler de justice sociale, de lutte contre les inégalités n'est pas forcément un monopole de gauche. On doit répondre aux deux. Et je pense que c'est ça la politique de demain. Je m'engage très jeune en politique, mais j'espère un jour voir une politique où les étiquettes politiques disparaissent petit à petit pour laisser place à une politique du résultat. Parce qu'aujourd'hui, un jeune étudiant ou un jeune élève qui passe le bac a besoin de se visualiser dans l'avenir de demain, d'avoir des réponses à ces questions, aussi bien sur peut-être la sécurité. Il veut vivre dans un pays sécuritaire, mais il veut aussi vivre dans un pays où il a une égalité des chances, où il peut avoir le métier qu'il souhaite. Et par mon histoire, par nos convictions, on souhaite vraiment porter ces sujets-là, qui sont totalement absents du débat politique, si vous faites attention. On ne parle absolument pas de méritocratie, de sécurité, de réinsertion des prisonniers dans les prisons. On parle de sécurité, d'autorité, de rapport aux institutions. C'est des politiques très, très importantes, très lourdes, mais ce ne sont pas les seules politiques, les seuls enjeux aujourd'hui. Et justement, donc, sur votre profession de foi, vous décrivez les trois principes fondateurs de votre engagement qui sont méritocratie, vous l'avez dit, justice et sécurité. Comment vous définiriez ces trois thèmes ? La méritocratie. Alors, c'était le principal intérêt de porter une candidature avec ce sujet, car on ne l'a pas retrouvé dans les professions de foi, on ne l'a pas retrouvé même dans les campagnes précédentes, notamment les législatives ou les présidentielles dernières. On a souhaité la méritocratie. On a une conception avec ma suppléante très claire sur la méritocratie, de façon très globale. C'est un mot un peu techno qui englobe beaucoup de choses, mais finalement, c'est la capacité pour chaque individu, quelle que soit son origine sociale, son origine tout court, ses ressources économiques, sa classe sociale, de pouvoir accomplir et mener à bien ses projets. Finalement, c'est ça. C'est de permettre à un jeune étudiant de faire des études, même si ses parents n'ont pas les ressources suffisantes pour les financer totalement. C'est pour un jeune actif de pouvoir s'engager dans la vie professionnelle, d'avoir les résultats de son travail pendant ses études, ou un actif qui souhaite en cours de carrière se renouveler, changer de profession grâce à des politiques d'accompagnement en formation, par exemple, pour formation professionnelle. Et c'est également aussi pour un retraité qui, à la retraite, aujourd'hui, se lance de nouveaux défis, de nouveaux objectifs et qui souhaite aujourd'hui accomplir de nouvelles choses, et même en retraite. Donc la méritocratie, c'est ça, c'est très global, ça englobe beaucoup de choses, mais c'est surtout la capacité de pouvoir, indépendamment de ses ressources, de sa classe sociale, de son origine, de mener à bien des projets tout au long de sa vie.
c'est un peu ce qui rend la vie un peu plus agréable, je pense, en tout cas c'est mon idée. La justice et la sécurité sont des éléments, bien évidemment, qu'il fallait intégrer dans notre profession de foi, parce que c'est aujourd'hui des sujets très importants. 90% des débats politiques que je suis, alors, ça fait maintenant pas mal d'années que je suis la politique en France, je suis très passionné de politique, c'est pour ça que je m'engage aussi un petit peu pour ça. Et j'aperçois depuis, je dirais presque depuis le Covid, que vraiment on n'a que ces sujets qui reviennent constamment dans les élections, des élections au niveau local ou au niveau national, et mais européen maintenant. Et on est obligé de l'intégrer et d'avoir un avis dessus, parce que forcément ça intéresse beaucoup de monde. J'ai une conception où la justice et la sécurité sont étroitement liées. Aujourd'hui, on parle d'augmenter les effectifs, augmenter les moyens dans la sécurité, mais avec une justice où aujourd'hui elle est défaillante, où elle ne permet pas de rendre une justice efficace et accessible, comme on le dit dans la profession de foi. Je prends un exemple, j'ai été pendant mes études assistant de justice au tribunal administratif de Marseille, donc j'ai travaillé comme assistant de justice à rendre des décisions de justice, notamment sur les questions des OQTF, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais vous mettez 1 an à 2 ans à traiter des dossiers. Vous pouvez mettre tous les moyens de sécurité possibles. Aujourd'hui, la justice n'est pas accessible, elle n'est pas efficace surtout, et aujourd'hui, l'absence de moyens, l'absence de ressources, l'absence d'une politique claire de savoir ce qu'on fait, aujourd'hui, une OQTF sur 10 est prise et appliquée, et on sait très bien le problème que ça engendre. Aujourd'hui, on a besoin des moyens dans la sécurité et dans la justice. C'est pour ça qu'on voulait porter aussi, par nos études aussi, on a fait beaucoup d'études de droit. Et donc, c'est vrai qu'on avait un avis peut-être un peu plus éclairé sur ces sujets-là. Et vous considérez que tous les sujets que vous portez et qui sont fondateurs de votre candidature, ils ne sont pas suffisamment portés et représentés par les partis politiques plus traditionnels, on va dire ? Surtout la méritocratie. Je mettrai l'accent sur ça. C'est vraiment ce que j'ai à cœur, c'est par mon histoire. Par mon histoire personnelle, par mes convictions partagées avec ma suppléante et des amis qui m'entourent. On avait vraiment à cœur de porter sur cela. Alors, la justice, la sécurité, bien évidemment, on la retrouve un peu dans tous les partis politiques. Les politiques économiques, on en parle également dans la profession de foi et les partis en parlent aussi. Mais la méritocratie, c'est véritablement un sujet qui est totalement absent du débat politique. Je regarde constamment les débats, les interviews de différents, que ce soit de la gauche ou de la droite. J'ai vraiment un avis sur tout et je regarde tout le monde et j'écoute tout le monde. Et ce sujet est totalement absent. Totalement absent. On ne parle pas d'égalité des chances. On en a beaucoup parlé à un moment donné après les Gilets jaunes. Parce qu'après mes études et mon diplôme obtenu en 2022, j'ai obtenu une bourse au mérite pour préparer les concours de la fonction publique. Et il y a eu la fameuse réforme de l'ENA qui s'est changée en l'INSP. Et donc j'ai intégré l'INSP en tant que préparationnaire. On en a beaucoup parlé au moment des Gilets jaunes, mais depuis la crise Covid et toutes les conséquences que ça a engendré, on n'a absolument pas parlé des questions d'égalité des chances et de méritocratie, ce qui intéresse beaucoup les jeunes, parce que c'est un sujet qui porte beaucoup sur les jeunes, mais qui intéresse toutes les personnes, quelle que soit leur classe d'âge et quelle que soit leur classe sociale. Et du coup, c'est quoi la différence selon vous entre l'égalité des chances et... Enfin, le lien entre égalité des chances et méritocratie ? La méritocratie, c'est la capacité on récompense le travail et l'engagement. La méritocratie, c'est pas de l'assistance, c'est-à-dire l'égalité des chances est là pour réduire les inégalités, comme tous les sociologues le disent au point de départ de la vie, où aujourd'hui, moi mes parents n'ont pas eu le bac par exemple, j'ai fait des études où mes parents n'ont pas pu m'aider, que ce soit financièrement ou personnellement, donc j'ai beaucoup travaillé à côté de mes études, mais ça m'a permis, grâce à une bourse d'études, grâce à un logement au Crous, c'est des choses très concrètes qu'on porte avec ma suppléante, c'est la crise du logement en ce moment terrifie beaucoup d'étudiants présents et à venir sur ces questions-là. Et donc moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça, c'est la lutte contre l'égalité des chances, favoriser l'égalité des chances et permettre de donner les moyens à tous les étudiants, quelle que soit leur classe, quelles que soient leurs ressources, notamment ceux qui manquent de ressources, clairement, de pouvoir faire des études dans des conditions comparables à celui qui en aurait un peu plus. Et la méritocratie est plus globale, elle récompense le mérite, parce qu'il faut aussi être à l'initiative de son projet, beaucoup travailler, s'engager. Ça demande aussi un effort personnel. On ne peut pas favoriser l'égalité des chances si la personne concernée ne veut pas travailler ou avoir un projet ou ambitionne sur quelque chose. Ça va de pair, je pense. Vous avez parlé de votre engagement pour justement motiver les jeunes à s'engager en politique. C'est un sujet qui est intéressant. J'ai eu l'occasion d'en parler avec les précédents candidats. C'est vrai qu'on sent que la jeunesse, l'électorat entre 18 et peut-être 30 ans, il se sent de moins en moins concerné vis-à-vis de la politique. Quel regard vous portez là-dessus ? Je pense qu'aujourd'hui, la politique, elle s'est rendue un peu inaccessible, c'est vrai. Moi,
passionné par la politique, par les sciences politiques, je me suis beaucoup intéressé, mais c'est vrai qu'en discutant avec beaucoup de petits frères, de petites sœurs d'amis, ils me disent je ne comprends absolument plus rien à ce qui se passe, je ne comprends pas les sujets, les thématiques abordées par les politiques, ça ne me concerne pas vraiment. Le pouvoir d'achat, un étudiant, même jeune lycéen, à ces questions-là, il ne comprend pas vraiment les tenants et les aboutissants. Même si le paysage politique s'est beaucoup rajeuni ces dernières années, et donc on aurait pu penser qu'il y aurait eu un intérêt supplémentaire pour les jeunes, mais aujourd'hui on a un discours qui n'est pas clair, qui n'est pas direct envers les jeunes, avec vraiment des perspectives d'avenir. Comme je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure préliminaire, c'est la capacité de donner une vision claire, de dire vous pourrez accomplir vos projets et vos ambitions, vous pourrez à tout moment de votre vie vous réinventer, repartir sur de nouveaux projets. J'ai beaucoup d'amis, je prends un exemple qui m'a beaucoup marqué avant de me lancer dans cette campagne assez rapidement. Un copain me dit j'ai fait des études dans tel domaine, ça me plaît pas, mais c'est trop tard, c'est fini. À moins de 30 ans, ça m'a terrifié. Je dis ben non, mais il me dit non, c'est trop compliqué, il faut que je reparte dans une formation, j'ai pas les aides disponibles, j'ai pas la famille qui peut m'aider. Et j'ai trouvé ça assez alarmant de dire en fait avant 30 ans, on peut se tromper de formation, on peut se tromper de métier, et on peut recommencer, et la vie est longue. Et je trouve qu'il y a ce côté un peu fataliste des jeunes aujourd'hui où ils ne croient plus à la capacité de leur pays de leur donner la chance de pouvoir avoir des projets. On a souvent appelé l'America Dream, mais c'est ça, c'est un peu le French Dream, la capacité de pouvoir accomplir des projets, des ambitions. Et c'est surtout ça qui manque aujourd'hui, une vision claire dans l'avenir. On parle beaucoup de choc démographique, les gens ne veulent plus se marier, ne veulent plus avoir d'enfants, mais c'est la confiance en fait. Ça, c'est le lien commun entre tout ça, c'est la confiance dans le pays, dans les politiques d'avenir. On parle beaucoup d'environnement et on s'alerte, et à juste titre, on parle beaucoup de ça, mais c'est des sujets très, très vastes. On parle beaucoup de sécurité, mais ça ne touche pas forcément la vie quotidienne des gens. La sécurité, c'est un bien commun, ça nous tient à tous à cœur. Mais aujourd'hui, permettre à des jeunes de faire des formations professionnelles ou universitaires, de leur donner un travail plus tard. Ils ne sauront même pas s'ils auront un travail demain, quelle que soit la formation qu'ils font, universitaire ou pas. Aujourd'hui, j'ai des copains qui ont fait des études de droit, il est très compliqué de trouver des études. J'ai des copains qui font des formations professionnelles, ils ont du mal à trouver un travail. Donc c'est ça concrètement, pourquoi les jeunes ne s'en sentent pas concernés, parce que les discours et les promesses, finalement, ne leur sont pas destinés. Le pouvoir d'achat et la sécurité, c'est un élément de la politique qu'on doit collectivement trouver des solutions, mais ce n'est pas le sujet principal qu'aimeraient avoir les jeunes des réponses. Donc vous pensez que les jeunes aujourd'hui en France ne se sentent pas suffisamment représentés et considérés ? Représentés, considérés, effectivement. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai 27 ans, donc finalement je n'ai pas un homme politique à l'Assemblée nationale ou une femme politique qui me représenterait en tant qu'il a eu le même parcours que moi. Il y a certains députés qui sont très proches dans mon âge, mais soit ils viennent de Paris, donc c'est aussi des enjeux différents avec les universités locales où il y a peut-être moins de formations disponibles qu'à Paris. C'est une autre mentalité, c'est une autre façon de voir les choses. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, on a l'impression quand même que les députés ont un profil très, très similaire. Et c'est très difficile pour un député, même sans jeter la pierre, sans faire un jugement de valeur, de comprendre les problématiques que rencontre un étudiant quand, moi, à titre personnel, pendant 6 ans, pendant mes études, je faisais la fac de 8h à 17h et à partir de 17h30, j'allais dans un supermarché faire caisser jusqu'à 22h30, puis rentrer à 23h pour travailler mes cours et repartir. Ça, je pense que si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre ces problématiques-là, pourquoi, quelles sont les possibilités pour permettre de lutter contre ça, c'est-à-dire plus de logements au Crous par exemple. Moi, ça m'a beaucoup aidé pendant mes études de ne pas avoir ce problème du logement, d'avoir une bourse d'études qui m'a permis de faire moins d'heures, parce que finalement, on a cette double étiquette. Je parle beaucoup des étudiants, mais des étudiants qui travaillent, c'est très important. Ils ont cette double étiquette et j'ai tellement vu d'amis beaucoup plus talentueux que moi, beaucoup plus brillants intellectuellement, abandonnés parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir les deux bouts, parce qu'il faut tenir deux profils différents qui n'ont rien à voir. La journée étudiant et puis le soir salarié, comme un salarié classique. On ne vous fait pas d'avantage parce que vous êtes étudiant. Donc c'est une vie qui est très difficile et je savais qu'un jour j'allais partir en politique pour porter cette voix parce qu'elle n'est pas représentée et que si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas le comprendre de façon très sincère. Comme certains, on peut dire, on comprend les fils d'agriculteurs ou les agriculteurs, mais si vous n'avez pas vécu cette profession, c'est très difficile de se mettre à leur place. C'est un peu pareil comme les étudiants. Les étudiants qui travaillent, c'est une classe qui est un peu abandonnée, il y a quelques dispositifs qui sont là, qui sont installés, donc on laisse de côté.
Mais vu la conjoncture budgétaire, et je ne vais pas vous faire je peux vous faire un rapide discours, mais c'est très compliqué aujourd'hui. Il va se poser un jour la question de comment ça supprimer, il va se poser cette question. Et si vous n'avez pas des députés à l'Assemblée nationale qui vous disent bah non, on doit se battre pour les garder ces dispositifs parce que ça sauve des dizaines et des millions de vies chaque année, parce que ça permet à des étudiants de consacrer, grâce à une bourse d'études, pour leurs études, pour avoir un travail qu'ils ont désiré, et je reviens à mon propos du départ, mener à bien leurs projets et les accomplir. C'est ça en fait la finalité, quelle que soit la classe d'âge, bon, là, particulièrement pour les étudiants. Mais la condition étudiante, on a vu, la crise du Covid l'a vraiment souligné. On a vu les queues devant les Restos du Cœur qui étaient de plus en plus grandes. On a vu même des étudiants qui se sont suicidés à cause de l'isolement. Donc ça a été quelque chose qui a été vraiment mis en lumière il y a 4 ans maintenant. Est-ce que vous trouvez que depuis, il y a eu une amélioration dans la prise de conscience de ce que peuvent vivre ces étudiants-là, ou est-ce qu'au final on est revenu à une espèce d'invisibilisation qu'il y avait déjà à l'époque? Je pense on s'en est rendu compte à ce moment-là, c'est vrai. Je pensais qu'on allait continuer. Il y a eu le repas à 1 euro. Moi, j'ai été encore étudiant à cette époque-là, donc je connais bien ces dispositifs. Il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé. Beaucoup d'entreprises ont fermé, donc beaucoup d'étudiants se sont retrouvés sans emploi. Il faut savoir que les emplois d'étudiants, c'est des emplois quand même très précaires, souvent de l'intérim et des contrats de courte durée. Donc il y a eu des choses qui ont été mises en place, le chèque pour aller voir un psychologue, mais depuis plus rien. Je pense que c'est à ce moment-là que tout s'est terminé. On en a pris conscience quelques mois après la crise sanitaire, entre mars 2020 et juin 2020, et à la rentrée on a fait quelques dispositifs, et depuis on n'en parle plus. Et vraiment j'invite tout le monde, à ceux qui nous regardent, de surveiller un petit peu les débats politiques et de noter ceux qui parlent de la condition étudiante, de la méritocratie, de la lutte contre les inégalités et de la vie étudiante de façon très globale. Je pense aux lycéens aujourd'hui qui nous écoutent, qui passent le bac, ça sera des étudiants de demain. On n'en parle plus, on n'en parle pas. C'est une classe un peu qui est mise de côté. Ils font des études, ils se débrouillent comme ils peuvent pour subvenir à leurs besoins. Il y a quelques dispositifs qui sont là, mais c'est pas au centre des préoccupations, et c'est quand même la jeunesse de demain qui va voter, c'est quand même les jeunes de demain qui vont avoir des emplois soit à haute responsabilité, qui vont constituer la société civile dans sa globalité. Et si vous vous étonnez après que la démocratie ne fonctionne plus chez les jeunes, la politique, elle s'intéresse à tous. Elle ne s'intéresse pas qu'à un seul parti, elle ne s'intéresse pas qu'à une seule classe sociale, elle ne s'intéresse pas qu'à un seul sujet. La politique était très passionnante pour moi qui suis un grand observateur et un peu passionné, mais elle s'intéresse à tous les sujets. Faut pas, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un débat politique stérile, complètement appauvri par les sujets que j'ai cités tout à l'heure, et on ne regarde plus ailleurs. Et après, un jour, on va se retrouver avec des étudiants qui ne veulent plus voter, avec un taux d'abstention record chez les 18-30 ans, comme vous avez dit si bien. C'est la fourchette qui ne vote plus, c'est la fourchette qui ne s'intéresse plus à la politique, parce que la politique ne s'intéresse plus à eux. Donc c'est un message très clair, mais c'est très logique finalement. Si on ne vous intéresse pas à vous, pourquoi vous allez vous déplacer pour élire quelqu'un qui finalement ne comprend pas et ne fera rien pour votre condition et pour les années à venir? C'est triste. Et qu'est-ce que vous pensez de la situation politique dans laquelle la France se trouve en ce moment? Tous les débats, ces législatives anticipées, cette dissolution de l'Assemblée. Ça a beaucoup parlé. Moi, je me souviens avoir eu ma suppléante Julie au téléphone le soir même après la dissolution. On n'y croyait pas vraiment. J'ai pas très bien compris cette décision, c'est vrai. Même nous, on se lance dans une campagne avec le peu de moyens qu'on a. Et c'est très compliqué en 2 semaines déjà pour organiser des élections et d'avoir un débat politique, un débat sur les sujets, sur le fond. Finalement, on s'intéresse qu'à la pratique politique que j'aime pas. Finalement, la forme, la communication, la stratégie, les alliances. On ne sait plus qui vote pour qui, on ne sait plus qui est candidat de qui. On a dans notre circonscription un candidat LRRN, puis un autre candidat LR. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de vision claire sur les choix des partis. C'est un peu, tout le monde essaye de se sauver un petit peu. Donc moi, j'aime pas beaucoup l'actualité politique en ce moment. On ne parle pas de sujets finalement sur le fond. On parlait sur quelques sujets que je viens de vous mentionner, mais ça fait des années qu'on en parle. Donc finalement, on a tout dit, tout et son contraire. Et finalement, on assiste à ce que je pense les Français, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, n'aiment pas de la politique. Cette pratique de stratégie, de combine, de savoir qui va avec qui, comme si c'était la cour de récréation et que chacun voulait être dans la meilleure équipe.
C'est triste, moi qui ai beaucoup, et voilà, comme je vous répète, mais très passionné par la politique, beaucoup lu un peu sur l'histoire de la Ve République. Il y a eu des débats très importants qui a donné lieu à des discours, à des répliques qu'on reprend aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un appauvrissement total du débat, des sujets. C'est que de la communication, que des coups de com', que du buzz et que de la stratégie. Et je pense que ça, c'est pas la bonne politique, à mon sens. Et c'est aussi ce qui explique votre choix de vous mettre un peu à distance des partis classiques. Exactement. Moi, je parle des sujets de fond. Après, j'ai une conception très simple de la politique. Si un sujet, sur une question, une solution vient de la gauche et qu'elle est bonne, pourquoi ne pas la prendre? Et si un sujet de la droite est intéressant et efficace, pourquoi ne pas la prendre? Aujourd'hui, j'ai l'impression, pour regarder les débats parlementaires de ces dernières années, on ne regarde même plus la solution qui est proposée ou l'amendement qui est déposé, ni la proposition de loi qui est proposée à l'Assemblée nationale. On veut juste être à l'initiative de cette bonne décision, on reste dans notre idéologie, on ne s'ouvre pas aux autres. Et finalement, la politique, c'est du débat, c'est d'avoir la bonne solution au bon problème. La politique, c'est analyser la situation, comprendre le problème et trouver une solution collectivement et démocratiquement. Parce qu'on a trouvé ce dispositif de vote le plus efficace. Avant, c'était le tirage au sort, maintenant, c'est le vote. Voilà. Mais c'est ça la politique, finalement. C'est très simple. Aujourd'hui, on en a rendu quelque chose d'inaccessible, quelque chose de très éloigné des citoyens et incompréhensible. Donc moi, je me retire un peu des partis, je ne veux pas d'étiquette parce que les sujets, il faut les traiter dans sa globalité, que ce soit de l'économie au social, de la justice, à la sécurité, à l'immigration. Tous les sujets sont intéressants parce qu'ils intéressent tout le monde. Et il faut trouver la solution, la bonne solution. On peut se tromper, bien évidemment, mais la solution qui nous paraît à ce moment-là la meilleure. Et les partis ne font pas ce jeu. Ils restent dans leur idéologie, ils rendent des sujets au sein même de leur parti des monopoles, comme j'aime bien dire cette expression, mais vous parlez de justice sociale, vous êtes de gauche, vous parlez de sécurité, d'immigration, vous êtes de droite. C'est pas une vision de la politique que je trouve intéressante. Et qu'implique le fait de se présenter sans étiquette dans une campagne, pour mener cette campagne? Beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. C'est le parcours du combattant, c'est des nuits blanches, c'est peu de moyens, peu de ressources, et on fait comme on peut, on se débrouille avec ce qu'on a. Moi, je savais que je voulais aller en politique un jour, mais je ne pensais pas aussi jeune. Voilà, je pensais un peu plus vieux, 2027, 2032 peut-être, pourquoi pas, en ayant un peu plus d'expérience professionnelle peut-être. Quand vous n'avez pas l'appui d'un parti, les médias sont très compliqués à solliciter. Vous êtes un peu invisible, votre nom n'est pas connu, donc finalement n'est pas intéressant. C'est ce système d'impression, de bulletins, de circulaires, de passer par des entreprises où vous achetez la quantité qui vous permet d'être visible avec les moyens aussi que vous avez, donc c'est un juste équilibre à trouver. Et donc vous n'avez pas le financement d'un parti politique qui est indispensable pour gagner. Et aujourd'hui, pas que je suis déçu de faire ces élections, mais je pensais que c'était beaucoup plus égalitaire. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un petit parti, quand vous êtes personne en fait finalement. Quand vous êtes quelqu'un qui vous lancez sans parti politique, c'est très difficile de se faire connaître, mais rien n'est impossible et on y arrive avec notamment ma suppléante et les personnes qui nous entourent, qui nous aident à coller les affiches, à tracter, à mettre dans les boîtes aux lettres, à parler autour de nous, à solliciter les médias. Et donc c'est pas facile, mais c'est le choix qu'on a fait. C'est un choix assumé, donc on assume. Et le déclic de vous présenter pour ces élections, vous disiez que vous aviez pensé à vous engager peut-être plus tard. Le déclic, ça a été quoi? Ça a été la dissolution? Comment ça s'est mis en place? Ça a été la dissolution. En quelques minutes, peut-être quelques heures maximum, on s'est dit, en fait, on va peut-être créer un effet de surprise. Financer une campagne de 2 semaines, c'est pas financer une campagne de 6 mois. Donc moi, je travaille à côté, ma suppléante travaille à côté. Je travaille au département des Bouches-du-Rhône, ma suppléante est doctorante et enseignante à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, donc on a nos activités professionnelles et nos obligations. Donc on s'était dit 2 semaines fin juin, c'était peut-être l'effet de surprise. Ce côté un peu financement sur 2 semaines est beaucoup plus acceptable même pour nos budgets personnels que financer une campagne qui dure 6 mois et qui est interminable. Donc c'est surtout que la dissolution nous permettait d'avoir une élection en accéléré et de pouvoir concurrencer ou donner l'impression de concurrencer avec les candidats adverses. Mais ça reste quand même très compliqué dans tous les cas. J'ai une dernière question. Si vous êtes élu, comment vous porterez les préoccupations des électeurs et pour le coup des jeunes électeurs jusqu'à l'Assemblée nationale?
Alors moi j'aime beaucoup la proximité. Moi j'ai une grande admiration pour les députés, par exemple, très simplement, hein, qui ont une permanence, qui reçoivent vraiment, qui sont investis dans le territoire, qui vont au contact des individus. Donc moi j'entretiens mon réseau d'étudiants, je suis très présent à l'université parce que j'ai des amis qui sont encore étudiants ou parce que via des associations d'anciens étudiants, j'essaye d'être présent et donc de rester au contact finalement. Ce qui peut être le mal-être de la politique et le mal important, c'est de la déconnexion finalement. Donc rester au contact, entretenir des relations au niveau local. Moi j'aime bien les députés, je le redis, mais qui ont une permanence, qui peuvent recevoir très librement. Pendant un certain temps, j'essayais des fois de rentrer en contact dans le passé avec des députés. Parfois c'est très compliqué de rentrer en contact avec eux. Ça demande un parcours du combattant ou des mails qui restent sans réponse. Et donc il y a certains députés qui le font, qui ont des permanences, qui le mercredi après-midi sont là, ils peuvent discuter avec vous. Ça aussi, ça rapproche les jeunes et les citoyens de tout âge de la politique, parce que vous voyez qui est le député, vous parlez avec lui. C'est une reconnaissance pour certains de voir son député, parce que c'est quelqu'un aussi d'important médiatiquement, et donc il y a ce côté honorifique, mais ça permet aussi d'exposer librement son sujet, sa préoccupation. Le député le reçoit sans filtre, sans mail interposé de transfert de mail. Et ça, je trouve que c'est très important et c'est quelque chose où, si j'avais été élu ou si je suis élu un jour, bien évidemment que ça, c'est rester connecté au contact de l'ensemble des personnes. C'est très important. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aux électeurs de votre circonscription sur l'importance de se mobiliser pour ces élections législatives? Tout à fait. Donc moi, je pense à tout le monde et à tous les Aixoises et Aixois qui aiment leur ville, qui aiment leur territoire. C'est vrai qu'on présente avec ma suppléante une candidature inhabituelle par notre âge, inhabituelle par peut-être notre manque de professionnalisme politique dans le milieu. Mais on a à cœur beaucoup d'engagement, beaucoup de volonté à s'engager au niveau local et au niveau national pour porter des sujets qui préoccupent tout le monde. J'ai parlé beaucoup des étudiants, mais on a aussi des avis très tranchés sur la question économique, sur le pouvoir d'achat, sur les questions de sécurité, de réinsertion des détenus, de donner les moyens à la justice et à la sécurité de faire leur travail efficacement, la question environnementale. Donc on a vraiment à cœur beaucoup, et je pense que vous l'avez remarqué, la lutte contre les inégalités. Donc non, j'invite tout le monde à aller voter. Déjà, c'est un premier message que je porte, d'aller voter, parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous. Et donc, aller voter, c'est très important. Et si vous êtes pour une liste un peu jeune, plein d'engagement et avec un engagement assez sincère, j'espère vous l'avoir transmis, allez voter la liste sans étiquette Baptiste Bouquenov et avec le slogan sans étiquette, 100% pour Aix. Merci beaucoup, merci Baptiste Bouquenov, d'être venu sur le plateau et d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Animal pour une prochaine interview politique.